Oui, on va tout de suite enchaîner avec le CNAM. Merci, Monsieur Stéphane Mao, qui est directeur du CNAM Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le CNAM au cœur des territoires. Donc, Merci. Merci à vous, merci pour votre invitation, merci pour ce temps de parole très enrichissant et je dirais même très stimulant. Vous allez retrouver dans la présentation, en tout cas je l'espère, que je vais faire un certain nombre d'éléments qui font jonction et qui font sens avec tout ce qu'on a pu entendre précédemment. Le CNAM a lancé en 2019, conjointement avec la Caisse des dépôts et consignations, un programme qui s'appelle Cœur de territoire, et qui est lié à Action Cœur de Ville. L'objet, c'est de réussir à porter la formation au plus près des villes moyennes en faisant en sorte qu'il y ait une adéquation efficace entre les caractéristiques du territoire et puis les besoins en formation auxquels nous tentons de répondre. Il y a eu un premier AMI qui a été lancé, appel à manifestation d'intérêt, en juillet 2019. À peu près 80 villes s'étaient positionné, 55 ont été retenus. À ce jour, il y a eu deux autres actions de labellisation et on est à plus de 80 villes labellisées avec un objectif d'une ouverture d'une centaine de sites. À savoir aussi que le partenariat s'est aussi étendu sur le programme Territoire d'industrie, ce qui permet aussi d'ouvrir un certain nombre de possibilités. Donc, pour ma part, je vais là porter témoignage d'une expérience qui a démarré il y a très concrètement quelques mois, mais en réalité depuis plusieurs années, qui se situe dans la ville de Montélimar, que tout un chacun connaît pour sa spécialité gustative, à savoir notamment le nougat, mais qui est aussi bien sûr une sortie notamment d'autoroute que vous voyez quand vous descendez dans le sud. Et bien pas que. Montélimar, c'est surtout une ville de 40 000 habitants qui a plein de particularités extrêmement intéressantes à valoriser. Et c'est ce que se sont dit les politiques, les élus de la ville tout début 2019 quand ils ont répondu au premier appel à manifestation d'intérêt, où ils ont mis en avant la volonté de développer la formation et l'enseignement supérieur sur leur territoire pour le rendre plus facilement accessible à la totalité des habitants, puisque, comme il a été évoqué tout à l'heure, lorsque les jeunes quittent le territoire pour aller se former, la plupart du temps, ils ne reviennent pas ou ils reviennent beaucoup, beaucoup plus tard. Donc l'idée, c'est déjà de créer d'empêcher cette fuite de force, de connaissances, de culture et d'énergie au-delà de la ville médiane. Un deuxième élément, c'était un deuxième élément, pardon, et non pas aliment, je repensais au nougat, pardon, c'était aussi de faire de la formation un élément compétitif du territoire. Et l'idée, c'est de pouvoir conserver les entreprises qui sont déjà installées dans leur production de valeur. Donc rien que sur ces deux points, on voit que ce qui est mis en avant, c'est une volonté de polarisation, de renforcement de la polarisation territoriale. Le troisième point, enfin, c'était d'obtenir, par écho, de profiter des opportunités qu'allait nécessairement développer la formation grâce à l'alimentation de l'opération Action Cœur de Ville. Pour que tout ça prenne corps, c'est un long projet, bien évidemment. Il y a plusieurs étapes qui ont été franchies, à commencer d'abord par la réalisation d'une étude préfigurative, un diagnostic territorial finalement. Et à l'issue de ce diagnostic territorial et de ses résultats, on a travaillé sur la proposition d'une solution. Alors, parmi les résultats qui sont ressortis, il y avait notamment le fait de renforcer quantitativement et de diversifier l'offre de formation. Donc ça, sans grande surprise, on avait identifié des possibilités d'ouverture, d'affirmer aussi des spécificités par l'innovation pédagogique et notamment sur des modalités qui concernent des publics particuliers, comme par exemple les demandeurs d'emploi. Développer l'alternance aussi, au-delà du Bac+2, et puis développer en synthèse globalement l'offre de formation professionnelle. Comment tout ça s'est mis en œuvre ? Eh bien, il a fallu presque 1 an et demi
d'énergie, de travail, d'échange avec tous les acteurs locaux pour réussir à trouver et à déterminer une offre de formation qui pourrait répondre à ces différentes commandes et à ce diagnostic. Et dès le départ, on a envisagé une réponse qui soit hybride. À la fois l'incarnation du projet territorial dans un lieu où le CNAM aurait son établissement et dispenserait lui-même un certain type de formation, mais aussi du développement de formation chez les partenaires, en l'occurrence chez des lycées, qui, eux, ont une spécialité spécifique, comme là, en l'occurrence, il s'agit du transport, donc des plateaux techniques, des choses de ce type-là, et pouvoir leur permettre de déployer certaines offres de formation du CNAM pour qu'ils puissent proposer une poursuite d'études à l'issue de leur propre Bac+2. Donc à la fois un ancrage spécifique à travers la création d'un établissement, et puis le développement de formations partenariales. Cet établissement, il a été localisé par la ville et installé en limite de QPV, puisque ça aussi, ça faisait partie du projet lié à Action Cœur de Ville. La troisième action que nous avons lancée est une action doublement innovante, même triplement innovante en l'occurrence, puisque nous avons déployé des Bac+1. Comme vous le savez, il y a une charnière un petit peu délicate à l'issue du baccalauréat et au démarrage de l'enseignement supérieur, où un certain nombre de lycéens peinent à rentrer dans l'enseignement supérieur, ou alors se réorientent, ou alors réfléchissent longtemps en se demandant si c'est fait pour eux, pas pour eux. Et donc le CNAM a travaillé à la conception, à la mise en œuvre de formations spécifiques qui permettent justement à ces jeunes et moins jeunes qui s'interrogent sur l'orientation que pourrait prendre leur vie professionnelle, d'affirmer leur choix et possiblement de consolider leur trajectoire en consolidant leurs compétences. Et ces formations-là, elles s'articulent à la fois sur de la dispense de connaissances, mais aussi sur l'acquisition de compétences techniques et puis sur du stage. Donc il y a ce dispositif-là qui est extrêmement innovant. Sur Montélimar, on a donc déployé ce dispositif, mais en plus, on l'a fait dans une modalité pédagogique qui est particulière, puisqu'il s'agit ça appartient à la famille pédagogique des comodalités, sur du présentiel distant. Si j'enlève le jargon, l'idée, c'est qu'en fait, on peut profiter du cours simultanément, et plus que quand je dis profiter, c'est dans la plénitude, ça veut dire participer aussi au cours en direct, alors qu'il est dispensé dans plusieurs lieux simultanément par le même enseignant. Donc une très grande interactivité. L'intérêt, alors là en l'occurrence, ce Bac+1, concepteur web, il est dispensé simultanément sur Montélimar, sur Saint-Étienne, sur Aurillac, et il y a aussi des interventions depuis Lyon. Et quand je dis des interventions, ça veut dire que certains cours sont émis directement aussi depuis Montélimar, par exemple. Donc il y a un vrai échange, il y a une vraie mise en œuvre du maillage territorial où on valorise les compétences locales aussi et on les fait profiter, on fait profiter de ces compétences-là d'autres territoires. Donc on joue vraiment là sur un enjeu collectif. Cette formation-là, elle est destinée, en tout cas dans cette version-là, sur la première édition, aux personnes en situation de demandeur d'emploi. Quels sont les premiers résultats ? En fait, on a eu un certain nombre de bonnes surprises, en fait, puisqu'on a aujourd'hui un peu plus d'une quarantaine d'apprenants qui sont inscrits sur ces cycles-là. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait envisagé. Nous, on était plutôt sur une trentaine, quelque chose comme ça. On a aussi eu une surprise sur l'effet polarité de la formation, parce qu'on se disait, bon, il va y avoir 2/3 des apprenants qui seront montiliens, et puis 1/3 qui vont venir des environnements, de l'espace environnant. En fait, c'est l'inverse qui s'est produit. On a bien eu le tiers qu'on visait, enfin le volume qu'on visait pour les étudiants montiliens, mais en fait, on a été victime de nos succès, et en réalité, quand on regarde la cohorte finale, ce sont les 2/3 qui viennent des alentours et sur un rayon d'une 50aine de kilomètres à peu près. Donc,
c'est aussi ça, la démonstration d'un réel besoin et d'une vraie polarisation nécessaire sur ce lieu-là. Sur les réussites aussi, eh bien, on a observé une redynamisation de l'espace autour de l'établissement. Je vous disais tout à l'heure qu'il était juste en limite de QPV. Eh bien, en fait, c'était un espace qui était un peu déserté, plus très utilisé, ou en tout cas pas nécessairement à bon escient. Et il a retrouvé de la vie. Les familles reviennent, il y a des balades dominicales, il y avait une aire de jeu qui a été à nouveau réactivée, dont les enfants peuvent profiter. Donc ça a vraiment ça a commencé à créer un espace de vie, et ça c'est absolument formidable. Et dernier point positif, finalement on s'aperçoit on a suscité un certain nombre de demandes et que l'écosystème réclame encore d'autres choses. Donc il s'agit surtout pour nous maintenant de faire la bonne sélection et de ne pas trop se précipiter, parce qu'en synthèse, notre objectif c'est pas de faire un feu de paille, c'est de véritablement construire quelque chose qui puisse être pérenne. Et là, on en est en fait finalement, alors même si on a de très bons premiers résultats et des résultats encourageants, ça fait finalement très concrètement que, 9 mois, 7, 8, 9 mois que ça a démarré. On sera satisfait quand d'ici, 2 ans, on aura vu qu'on est vraiment posé, qu'on a atteint une vraie gravité et que ça fonctionne. Un des éléments, un des indicateurs de fonctionnement, entre autres, ça va être bien sûr l'équilibre économique, parce qu'aujourd'hui, on a pu démarrer ce projet grâce à l'investissement de la ville, grâce au soutien de la Caisse des dépôts à travers la Banque des territoires, et puis sur les fonds propres du CNAM. Et l'idée, c'est de réussir à démarrer ça pour faire en sorte que tous ces soutiens, tous ces étais n'aient plus d'utilité d'ici 2 ans, et que tout ça fonctionne de lui-même. Ce sera une forme de CQFD. Voilà. Alors, l'expérimentation, comme je vous le disais, est bien lancée. Finalement, à ce stade-là, ce qu'on peut se dire, c'est que les ferments de la réussite sont vraiment dans la coopération qui a existé entre les différents acteurs, que ce soit les élus, que ce soit les institutionnels, que ce soit les prescripteurs de l'emploi, l'écosystème économique. C'est vraiment le fait que tout le monde se soit mis autour de la table, avec le rôle fédérateur de la collectivité, qui a donné du sens, qui a porté le projet, qui a donné un calendrier, des échéances, qui a montré des gages concrets de développement, et qui a permis de donner corps et de donner envie à chacun de pouvoir participer et lancer ce projet. Donc voilà, on est a priori sur une mise en œuvre vertueuse et pérenne, et finalement c'est une forme de circuit court de la formation. Donc c'est un peu la tendance du moment, et on espère et on mettra l'énergie nécessaire pour faire en sorte que tout ça fonctionne et soit une expérience réussie. Voilà. Est-ce que on a bien compris l'esprit prototype et Montélimar et le démonstrateur, on avait compris, on va suivre ça. Une question là, ce présentiel direct, j'imagine qu'il existe peut-être par ailleurs dans le monde, mais est-ce que ça amène à un certain type de lieu, peut-être à créer une nouvelle typologie, peut-être à inventer? Est-ce que là, vous attendez quelque chose aussi des architectes qui pourraient imaginer des lieux spécifiques pour capter déjà l'attention de ceux qui écoutent le cours, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à inventer aussi, pas uniquement la technologie, je veux dire? Alors, d'abord, non, ça n'existe nulle part ailleurs. Non, je plaisante. Il y a effectivement des tas de variations, finalement, de ce type d'ingénierie pédagogique. Pour que ça fonctionne bien, il y a avant tout, vous l'avez bien dit, un environnement d'apprentissage à construire. Et ça dépasse... Alors, il y a l'aspect technologique, mais il y a l'ergonomie dans les salles. Et de ce point de vue-là, vous avez raison, les architectes pourraient tout à fait avoir un rôle à jouer. Pourquoi pas dans un avenir prochain. Aujourd'hui, on ne l'a pas mobilisé, mais ça peut être une très bonne idée. Le vrai cœur, en fait, une fois que cette ergonomie est construite, c'est pas tant la technologie en elle-même
que l'ingénierie pédagogique qui est à mettre en œuvre. Et on l'a bien vu autour on a tous vécu la période Covid, au-delà du télétravail pour nos élèves, le fait de suivre des cours en distanciel. Il ne suffit pas de s'asseoir en face d'un écran pour que ça fonctionne. Il faut une interactivité pilotée. C'est une autre façon de donner des cours, c'est une autre façon de les animer. Et là, pour le coup, les outils ne doivent rester que des outils. L'important, et ça nous l'a rappelé ces derniers temps, c'est la capacité humaine à produire du sens et à produire du contact. Parce qu'on a tous beaucoup souffert à faire des cours à distance, à faire des jurys à distance, même si c'était fantastique que ça puisse exister, mais on a vu les limites aussi du système en termes d'épuisement. C'était palliatif. Voilà. Cela dit, alors je ne connais pas le projet de Montélimar, mais je connais d'autres antennes du CNAM qui se sont inscrites dans ce programme en association avec Action Cœur de Ville, et elles sont souvent dans des lieux assez emblématiques des cœurs de ville de ce processus de revitalisation. Je connais l'antenne de Châteauroux qui prend place dans un grand projet de recyclage d'une friche industrielle ancienne, ancienne manufacture, à Vierzon également, dans une ancienne usine réhabilitée, dans un cycle en plus de formation autour il me semble, autour des algorithmes et d'une nouvelle école qui se crée. Enfin, il y a quand même aussi, bien souvent, dans la relation avec la collectivité locale, une influence sur la manière dont cette nouvelle offre de formation s'inscrit dans un projet plus global de revitalisation du cœur de ville. Et je pense que vous en avez peu parlé, mais finalement, l'accueil par les collectivités locales de cet appel à projet, il a généré aussi peut-être une projection nouvelle dans la manière dont ces villes moyennes peuvent être des lieux intéressant pour accueillir des étudiants, qui soient des étudiants non seulement en circuit court, mais en cursus court. Alors, vous nous direz comment est-ce qu'on fait un bac+1. Je ne sais pas si c'est une certification, enfin, quel type de diplôme on a au bout d'une année. Mais voilà, c'est aussi dans un environnement urbain ou social qui est quand même facilité par les collectivités locales. Vous avez entièrement raison. On est encore une fois dans des projets qui sont portés par Action Cœur de Ville. L'esprit d'Action Cœur de Ville, voilà, c'est de toucher un certain nombre d'éléments, la dynamisation économique, la dynamisation de l'habitat. Voilà. Donc, quand on pense ces projets-là et quand on les installe, on essaye de s'inscrire à l'initiative des collectivités locales dans une logique de dynamisation globale. Et on est vraiment sur quelque chose qui est transversal finalement. Voilà. Pour répondre à votre question sur les bac+1, ce sont des formations qui sont labellisées par le ministère Formation supérieure de spécialité, voilà, et qui peuvent délivrer aussi 60 crédits au CTS. Donc c'est aussi ça le plus, c'est qu'il y a une vraie valorisation aussi académique. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura un nouvel appel à projet dans les prochains mois ou années? Est-ce qu'il y a prévu quelque chose? Alors, on a changé d'approche. Sur le fond de votre question, la réponse est oui. Mais en fait, ça a été construit pour être une démarche en continu, alors qu'avant, on faisait quelque chose de cadencé. Maintenant, ça a trouvé son rythme. Merci beaucoup pour cette présentation très prometteuse pour l'avenir également.